Deuxième partie. Les mines. Je fus conduit dans une des cellules réservées aux condamnés à mort. Rien que le séjour dans un pareil lieu impliquait une angoisse atroce. Ces cellules affectaient la forme d'une sphère parfaite. Une sphère dont les parois étaient faites de différents métaux. Au centre de cette boule creuse, une cage de bambou était suspendue par des haubans rigides qui la maintenaient de façon qu'elle ne pût bouger. Je fus placé dans cette cage, pieds et mains liés. À l'ordinaire, les condamnés ne sortaient plus du réseau de bambou. Des rayons électriques jaillis de tous les points de la sphère dissociaient lentement leur corps. Rare seul avait pu assister jusqu'à la fin, sans être incommodé, au supplice d'un de ces malheureux. Il en avait même fait un rapport qui avait provoqué l'horreur des vieillards du Conseil suprême. Mais le supplice de la sphère, ai-je dit que Rare en était l'inventeur, avait été maintenu. Rare avait simplement fait remarquer son utilité. C'était grâce à l'énergie énorme produite par la dissociation de la matière vivante, du corps du condamné, que les machines électriques permettant d'obtenir la pierre zéro pouvaient fonctionner. Et nul n'avait insisté. Je me crois quelque courage. Pourtant, lorsque la calotte de la sphère se fut rabattue sur moi, que je fus seul dans cette boule aux parois phosphorescentes, d'où il me semblait voir jaillir des lueurs violettes ou vertes, qui n'étaient produites que par les reflets des différents métaux les composant, je crus bien devenir fou. Je savais que j'avais été condamné à perdre la raison. Je me demandais si je n'avais pas été placé dans cette cage afin que la démence s'emparât de moi. Puis une autre idée me vint. Rare s'était peut-être ravisé. Il avait pensé qu'il serait plus tranquille une fois que je serais mort. Et il allait envoyer les courants cathodiques devant ronger ma substance. J'avais entendu parler des affreuses souffrances qu'enduraient les condamnés. Un frisson me parcourut. Autour de moi, les parois de métal continuaient à luire. Elles se réverbéraient les unes dans les autres, formaient d'étranges et sinistres jeux de lumière où je croyais apercevoir des visions d'enfer. Et le silence, un silence absolu, au point que je percevais nettement la vibration de mes artères. Je restai ainsi 3 jours. Je le sus ensuite. Un caprice de Rare qui avait simplement voulu ajouter à mes angoisses. La calotte de métal fermant ma prison s'ouvrit. Je n'étais pas encore fou, mais je n'avais certes plus ma raison entière. J'avais souffert. Non, je ne peux me le rappeler. Ces heures sont imprécises dans mon esprit, comme celles d'un cauchemar. Par l'ouverture de la sphère, je vis le visage ricanant de Lim. Il ne m'adressa pas la parole. 2 hommes singes attachés à des câbles furent descendus jusqu'à moi. Ils m'attirèrent hors de la cage et me remontèrent avec eux. Jusqu'alors, j'avais gardé mes vêtements. On m'en dépouilla, et l'on me fit revêtir une sorte de maillot fait de poils tressés, et qui me donna vaguement l'aspect d'une des brutes travaillant dans les mines. Ce furent 2 miliciens qui m'habillèrent. J'avais, 1 an auparavant, sauvé la vie à l'un d'eux. Au risque d'être surpris et horriblement supplicié, il consentit à répondre à mes questions. Je sus ainsi, très succinctement, que les Nouriens, en réponse à un ultimatum de Rare, s'étaient soumis, qu'ils avaient accepté d'envoyer chaque année 8500 jeunes gens devant servir à alimenter les machines à sang. Un comité de biologistes et de physiologistes iliens venait de partir pour Nour,
afin de choisir et de ramener, pour commencer, 500 sujets. Déjà les machines fonctionnaient avec du sang humain. Rare, férocement, avait fait ramasser pêle-mêle les morts iliens, les morts et les blessés de Nour, et le tout avait été descendu aux abattoirs. Après l'anéantissement de la flotte aérienne de Nour, en effet, le creusement des tranchées avait repris et avait permis de capturer près de la moitié des tarières souterraines des Nouriens, dont l'équipage fait prisonnier avait lui aussi été envoyé aux abattoirs des machines à sang. Rare était maintenant dictateur, maître absolu d'Ila, ou plutôt des ruines d'Ila. Et mon nom à moi, Xier, était en exécration à tous. On m'accusait d'avoir facilité la fuite et la trahison d'Ilg, d'avoir fourni des renseignements sur le sous-sol d'Ila aux Nouriens, ce qui avait rendu possible l'œuvre néfaste des tarières. Et c'était moi, toujours moi, qui avait, soi-disant, annihilé l'action des courants magnétiques émis par les pylônes de la Grande Pyramide, et qui aurait dû rendre fous les Nouriens. À la vérité, l'émission de ces courants avait été rendue impossible par Ilg, qui avant sa fuite avait provoqué des interférences. Le traître avait tout prévu. Ancien ennemi de Rare qu'il avait plusieurs fois humilié, il n'avait pas craint pour se venger d'attirer la ruine et la mort sur sa patrie. Ces bombes radiantes n'avaient pu servir, comme je l'avais toujours pensé, car elles étaient aussi nuisibles à ceux qui les lançaient qu'à ceux contre qui elles étaient lancées. Seuls les obus volants avaient pu les utiliser. Ironie du sort, Ilg, qui avait voulu se venger de Rare, n'avait réussi qu'à affermir sa puissance. Rare, maintenant qu'il avait assuré aux Iliens que leur existence allait être prolongée d'1 siècle, était presque un dieu pour eux. Malheur à qui eût osé discuter son pouvoir. Aucun de ces misérables n'avait gardé assez de jugement pour se rendre compte que Rare avait provoqué la ruine d'Ila et que les Nouriens, tôt ou tard, chercheraient par tous les moyens à se soustraire à l'épouvantable tribut exigée d'eux. De ma fille, de Tupaou, nul ne savait rien. Silmé était sûrement morte. Tupaou, qui sait? J'appris encore que les Nouriens avaient refusé de livrer Ilg et le morceau de pierre 0 enlevé par lui, en alléguant qu'ils ne savaient où était le traître. Toute l'insistance, toutes les menaces de Rare s'étaient brisées contre cette réponse. Ce fut à peu près tout ce que je pus savoir. Je ne cherchais pas, d'ailleurs, à en connaître davantage. Ma curiosité elle-même était émoussée. J'étais dans un état d'hébétude complète, un être certainement au-dessous des hommes singes auxquels j'allais être mêlé. Rare avait voulu cela. C'était à peine si un seul sentiment surnageait en moi. Ma haine pour le sinistre vieillard, nanti de mon grotesque accoutrement, qui était collé à ma peau par une glu résineuse, car Rare voulait que je ressemblasse le plus possible aux êtres grossiers dont j'allais partager la vie. Je fus descendu jusqu'aux ascenseurs conduisant aux mines. En chemin, je pus me rendre compte des ruines causées par les tarières de Nour. Ce n'était qu'excavations, dans des murailles lézardées, trous, décombres, voûtes écroulées, cornières et longerons tordus, pulvérisés. Et de nombreux cadavres noircis, décomposés, d'innombrables débris humains restaient encore parmi ce chaos sans nom. Rare avait voulu cela. Flanqué de Lim, de 2 membres du Conseil suprême et de 4 officiers de la milice, j'arrivai devant les puits des mines. Ils étaient intacts. La profondeur à laquelle ils étaient situés les avait protégés, et les tarières des Nouriens n'avaient pas eu le temps d'arriver jusqu'à eux. Ces puits, au nombre de 3, étaient formés par des tubes de métal, épais d'environ 2 mètres,
et d'un diamètre intérieur de 3. Ils étaient placés en triangle, au milieu du courant souterrain du fleuve Apa, qu'une voûte lumineuse pratiquement indestructible recouvrait. Un simple commutateur et les vannes percées dans les parois des puits s'ouvraient instantanément, provoquant le noyage des mines et des hommes singes qui y travaillaient. Le personnel ilien chargé de la surveillance et de la partie technique portait des uniformes munis de masques à air, pouvant leur permettre de gagner des chambres de sûreté et d'y attendre, fût-ce un mois qu'on vint les délivrer. Des réservoirs d'air respirable solidifié y étaient placés. Nous prîmes place dans l'ascenseur, un cylindre de métal étanche qui se manœuvrait de l'extérieur, soit d'en haut, soit d'en bas, dans les mines. Nous descendîmes en silence, à une vitesse vertigineuse. De temps à autre, Lim me lançait un regard sarcastique. Sans les chaînes qui enserraient mes bras et mes chevilles, j'eusse sauté à la gorge du misérable espion, de l'homme qui avait tenté d'assassiner ma fille et qui lâchement, vilement, insultait à ma misère. Nous arrivâmes enfin. Je passai rapidement dans le bureau du directeur de la mine, un gros homme au teint blafard répondant au nom de Gon. Il me considéra longuement, sans mot dire, et appuya sur le bouton d'une sonnerie. 2 surveillants arrivèrent. Ils devaient attendre dans une pièce voisine. 2 colosses aux faces bestiales, au corps revêtu d'une sorte de cotte de maille. Ils portaient à la ceinture un fouet à courts manches, dont la mèche se terminait par un aiguillon. « Prenez soin de ce traître !» fit Lim en les regardant fixement. Les 2 hommes s'inclinèrent. Ils s'approchèrent de moi et me poussèrent brutalement devant eux. Ma rage, mon désespoir m'empêchèrent de bien me rendre compte de ce qui se passa ensuite. Je franchis plusieurs portes blindées qu'un mécanisme secret devait faire mouvoir, car elles s'ouvrirent et se refermèrent sans que mes gardes du corps y touchassent. Et enfin je traversai une étroite galerie, 1 mètre de large, de 2 haut, et débouchait dans une vaste crypte surbaissée, dont les parois, sur 3 de ses 4 côtés, étaient formées par une cascade d'eau phosphorescente qui tombait verticalement dans une fissure du sol. Je n'étais jamais descendu dans les mines de métal par excellence. Je savais qu'elles étaient situées à plus de 9000 mètres au-dessous de la surface du sol, et que les ingénieurs iliens, pour permettre aux ouvriers d'y vivre, y avaient amené l'eau d'un torrent souterrain, de l'eau artificiellement glacée et rendue phosphorescente, et qui combattait la chaleur dégagée par la croûte terrestre. 7 tranchées parallèles étaient creusées dans le sol. Au fond de chacune d'elles, à une demi-douzaine de mètres de la surface de la crypte, des hommes singes travaillaient, sous la surveillance des contremaîtres. Ils peinaient sans relâche, arrachant le minerai de leurs pics maniés avec une vigueur formidable. En certains endroits, ils étaient obligés, pour suivre la veine de minerai, d'adopter des positions extrêmement pénibles qui les faisaient se contorsionner horriblement. Leur grognement se mêlait aux cris des surveillants et au sifflement des fouets. Le grondement des 3 cataractes ajoutait une sourdine à ce vacarme. Et la lumière verdâtre dégagée par l'eau phosphorescente éclairait cette horrible vision. C'était ce minerai qui, après d'innombrables manipulations chimiques et électriques, devenait le métal souple et assimilateur des machines à sang. 1000 kilos de minerai donnaient 3/10 de gramme de métal. Mes 2 gardiens me conduisirent à un surveillant qui, après m'avoir longuement considéré, me coupa la figure d'un brutal coup de fouet et d'une poussée m'envoya rouler au fond d'une tranchée. Je l'entendis qui grommelait je ne sais quelle parole que je ne pus comprendre. Je me relevai. Un des hommes singes proches de moi me flaira, m'adressa quelques mots à peine articulés et me fit passer une pioche,
Je me mis au travail. Un travail extrêmement pénible et épuisant, d'autant plus que je ne possédais pas le 10e de la vigueur des hommes singes. Foyé, menacé, insulté, je travaillais. J'avais été condamné à perdre la raison. Combien de temps allais-je souffrir avant que cette sentence reçût son exécution ? Ma fille était morte. Si je devenais fou, mes projets de vengeance contre Rare deviendraient vains, à jamais. Et mourir sans m'être vengé me semblait mourir 2 fois. M'évader. Durant la première heure de ma descente dans la Mide, j'y songeais. Ce fut pour me convaincre de l'imbécilité d'une pareille pensée. Seul de ma race, épié sans répit, affaibli, comment pourrais-je tromper la surveillance de mes gardiens, forcer les portes secrètes, trouver mon chemin à travers les galeries, faire fonctionner l'ascenseur et ensuite revenir à la surface. Fangar était mort. Grosé, qui pouvait savoir ce qu'il était devenu ? Et Rare était plus puissant que jamais. Non, il fallait abandonner toute pensée de fuite et de vengeance et se résigner à la folie ou à la mort. Pas d'autre alternative. Je travaillais en ruminant ces désespérantes idées. Enfin vint l'heure du repos. Sous le fouet, je grimpais hors de la tranchée et me mis en file avec des hommes singes, comme moi chargés de chaînes que l'on vérifia, maillon par maillon. Et nous fûmes poussés comme du bétail dans nos dortoirs. Ici, l'action de la pesanteur n'était pas équilibrée, comme à Hila, par des planchers antigravité. Tout au contraire, la profondeur où nous nous trouvions l'accentuait encore. Déjà affaibli, je marchais avec peine et arrivai enfin dans le dortoir, ou plutôt l'écurie, une longue galerie jonchée de paille métallique qui nous servait de logement. Je dus, comme mes compagnons de misère, manger, absorber des mélanges dégoûtants, des herbes cuites, de la chair d'animaux, des bris des porcs et des singes tués pour alimenter les machines à sang. Mon estomac, qui n'avait jamais absorbé que de l'eau pure depuis ma naissance, se révolta, ce qui fit ricaner mes grossiers compagnons. Je finis par m'endormir. Que dire de mon existence pendant les jours qui suivirent ? Je fus foyé, criblé de coups d'aiguillon par les surveillants. Mes compagnons de misère, les hommes singes, loin de me plaindre, se divertirent de me voir frappé et maltraité. Plusieurs d'entre eux, même, une fois dans le dortoir, dans l'étable, prirent plaisir à m'empêcher d'approcher des baquets où nous nous repaissions. Car j'avais fini par manger, par avaler les immondes débris dont je devais me soutenir. Il le fallait. Que je mangeasse ou non, je devais travailler. Peu à peu, je prenais une mentalité de brute. Parfois, je me surprenais à attendre avec impatience l'heure de me repaître. Moi qui avais méprisé Yellowg. Je travaillais, je courbais le dos sous les coups, je subis les brutalités de mes sauvages compagnons. Je ne devins pas fou. Rare voulait faire durer ma misère. De temps à autre, je ne saurais dire à quels intervalles car il m'était impossible de mesurer le temps, Lim apparaissait dans la crypte. Il venait me contempler. Il me considérait en ricanant. Il buvait sa joie de me voir ainsi abaissé, moi qui avais été son chef, moi qui l'avais méprisé avec juste raison, et ne le lui avais pas caché à cet espion. Peu à peu, je m'endurcis. Mes muscles gonflèrent. Ma peau s'épaissit. Je souffris moins des coups de fouet et d'aiguillon. Un indéfinissable espoir s'infiltra dans mon cerveau affaibli. Et comme au cours d'une période de repos, un de mes camarades de misère, un énorme homme singe qui couchait à mon côté et que l'on appelait Ou, m'avait renversé dans l'étable pour s'amuser à mes dépens,
J'appelais à moi toute mon ancienne fierté, et d'un formidable coup de poing au bon endroit, à la pointe du menton, l'étendit à mes pieds. Poussant des grognements farouches, plusieurs de ses congénères firent mine de se ruer sur moi. Je me crus perdu. Quels que fussent mes sentiments, et en réalité je n'étais guère rassuré. Je ne les montrais pas. La tête haute, je regardais mes ennemis bien en face. Pendant une longue seconde, ma volonté et celle des hommes singes s'affrontèrent. Et les brutes, domptés, baissèrent les paupières. Des siècles d'asservissement les avaient habitués à l'obéissance. Pas en vain que leurs pères et les pères de leurs pères avaient vécu comme des esclaves. Esclaves ils l'étaient, d'âme et de corps. Ou se releva, et soumis, me prit la main dans les siennes et l'appuya contre son cœur qui battait tumultueusement. D'un petit coup sur l'épaule, je lui marquai que nous étions amis. Et nous le fûmes. Ou, patiemment, dévotieusement, m'apprit le langage secret des hommes singes, car ces brutes, à défaut d'intelligence, possédaient une dose incroyable d'astuce. Leur terreur des surveillants était trop grande et leur habitude de se soumettre trop ancrée en eux pour qu'ils songeassent à la possibilité d'une révolte. Mais ils avaient créé une sorte de langage secret qui leur permettait de communiquer entre eux sans que les surveillants s'en aperçussent. Ou m'apprit à manier la pioche et le pic et les outils de toutes sortes employés pour arracher le minerai du sol. Il m'enseigna les ruses nécessaires pour éviter de se fatiguer. Il travailla à mes côtés, m'évita les tâches trop dures pour ma force et pour mon manque d'adresse. Car les hommes singes, grâce à la sélection opérée par les biologistes iliens, possédaient 4 mains et étaient doués, je l'ai déjà dit, d'une force comparable à celle de 8 à 10 hommes ordinaires. Le temps passa. Par l'entremise d'où, je me fis d'autres amis, et peu à peu, l'espoir revint en moi. J'osais envisager mon retour à l'air pur, sous le soleil brillant dans le ciel bleu. Entreprise difficile, mais non plus impossible. Pour l'accomplir, point n'était besoin de grande imagination. Il n'y avait qu'un moyen. Se débarrasser des surveillants et des techniciens iliens. C'était faisable. Les hommes singes, je le savais maintenant, étaient des brutes, mais des brutes astucieuses, qui avaient créé un langage à eux et qui, par conséquent, étaient capables de raisonner et de garder un secret. Je m'ouvris à août de mes espoirs, massacrer les Iliens des mines, revenir à la surface et se rendre maître d'Ila. Après quoi, plus de travail forcé au sein de la terre, la vie libre sous le ciel. Sous le ciel ? Ila ? En entendant prononcer ces paroles, Ou me regarda avec un étonnement stupide. Il ne savait pas ce qu'était le ciel, ce qu'était le soleil, ce qu'était Ila. Comme ses congénères, il était né dans la mine. Son père, ses aïeux, étaient nés dans la mine. Et il ne savait pas que d'autres êtres que les surveillants fouilleurs existaient. J'eus beaucoup de peine à lui faire la description d'Ila, et encore simplifiai-je bien des détails. Les mots me manquaient pour me faire comprendre. Je réussis pourtant à donner une vague idée à mon ami de ce qu'était le joyau du monde, la glorieuse. Naturellement, je me gardais bien de lui faire part des terribles moyens de défense et de destruction dont disposaient les miens. Ou savait, je le lui avais dit, que j'avais été un des plus puissants chefs des hommes. Il avait parfaitement compris que j'étais victime d'une vengeance. C'était un sentiment que les hommes singes connaissaient, la vengeance. J'avais un ennemi. Nous nous haïssions. Cet ennemi était plus puissant que moi. Il en avait profité. Ou avait trouvé cela tout naturel. Il n'eût pas compris qu'on fût le plus fort et qu'on n'en profitât point. Sinon, à quoi bon être le plus fort ? Il me fallut longtemps avant de convaincre Ou, et surtout de lui faire comprendre le bonheur qui l'attendait s'il se libérait. Je ne sais pas s'il me comprit. Je crois qu'il pensa surtout à la possibilité de tuer un certain surveillant qui s'acharnait à le fouetter plus qu'il ne le fallait.
De plus, il me fallut vaincre la superstitieuse terreur que le simple ou professait à l'égard des hommes. La pensée que moi, homme, serais avec lui, le rassura un peu. Il fut enfin convaincu. Avec une astuce qui m'émerveilla, il mit ses congénères au courant de nos projets. Il employa peu d'arguments, toujours les mêmes. D'abord, on tuerait les surveillants. On ne travaillerait plus. On mangerait autant qu'on le voudrait. Et on irait dans un endroit merveilleux où les hommes singes seraient les maîtres et à leur tour fouetteraient leurs surveillants. C'était simple et facile à comprendre. Et les brutes ne demandaient qu'à se laisser convaincre. Ils ignoraient, heureusement, qu'une révolte semblable, tentée 2 siècles auparavant, avait misérablement échoué et que les mutins avaient été suspendus tout vivants à des crocs de métal, comme des animaux de boucherie, au-dessus des tranchées de minerais, où ils étaient restés à agoniser pour servir d'exemple à leurs congénères. Leurs cadavres, momifiés pour éviter une épidémie, avaient pendant longtemps orné la sinistre crypte. Tous les écoliers d'Ila savaient cela. Les hommes singes, non. On avait jugé qu'il valait mieux qu'ils ne le sussent, afin d'éviter, malgré tout, qu'ils aient la pensée de recommencer la tentative. Tandis que mon ami mon ami, un homme singe, à moi qui avait guidé les armées d'Ila, oh, rare, oui, tandis que mon ami procédait à sa propagande, j'avais soigneusement, patiemment élaboré un plan d'action. Les détails que je connaissais de longue date sur les mines d'Ila, joints à ceux que j'avais observés depuis que j'étais ravalé au rang d'une brute, me servirent beaucoup. Tout d'abord, les hommes singes sous ma direction se fabriquèrent des limes pointues avec des débris d'outils. Ces limes devaient leur servir en même temps à couper leurs chaînes et à égorger leurs surveillants. Ces derniers, recrutés parmi la plus basse plèbe d'Ila, avaient fini depuis longtemps par se croire parfaitement en sûreté. Leur autorité n'était pas contestée. Les hommes singes leur obéissaient avec une servilité d'esclaves. Et jamais il ne fut venu à l'idée d'un de ces valets de bourreaux, abrutis par leur séjour au fond des mines, que les brutes qu'ils foyaient, et qui n'étaient guère plus brutes qu'eux-mêmes, pourraient songer à se révolter. Aussi, la sévérité des consignes qui avaient été remises en vigueur lors de mon arrivée dans la mine s'était-elle peu à peu relâchée comme elle l'avait toujours été. Moi-même j'étais docile, soumis. Je rampais, je contrefaisais la soumission et la terreur la plus abjecte, ce qui m'avait d'ailleurs concilié quelque bienveillance, les surveillants étant fiers d'humilier, de ravaler un homme qui avait été illustre entre les plus illustres des Iliens. Ils savaient que j'avais sauvé la patrie quelques années auparavant, s'ils ignoraient que je venais encore de la sauver. Le moment, si longtemps attendu, le moment que j'avais cru ne jamais advenir, ce moment arriva. Nous travaillions pendant environ 6 heures sans arrêt et nous nous reposions 4, et cela sans jamais aucune interruption. M'étant assuré que chacun des 3000 hommes singes possédait sa lime poignard, je fis circuler la nouvelle que ce serait pour le repos qui suivrait. Et pour la 20e fois peut-être, je voulais éviter toute cause d'erreur ou de confusion. J'expliquais minutieusement à Wu et à une douzaine d'autres hommes singes, que j'avais jugés plus intelligents ou plus astucieux que les autres, les moindres détails de l'opération projetée. Comment ne fus-je pas trahi ? Quand je pense que plus de 3000 êtres connurent mes projets. Si ça avait été des hommes, mais ces brutes, si elles savaient peu de choses, les savaient bien. Leurs sentiments étaient simples. Tous haïssaient leurs bourreaux. Tous se réjouissaient à l'idée de les tuer. Ils ne voyaient pas plus loin. Leur chaîne était solide, ou l'avait été. Endormis comme ses subordonnés dans une sécurité stupide et de plus avare et avide, Gant, le directeur de la mine, n'avait pas fait changer ses chaînes depuis longtemps, bien qu'il se fût payé le prix de nouvelles entraves par le trésorier du Conseil suprême. Aussi, la plupart de ces chaînes étaient-elles oxydées par l'épaisse humidité qui régnait éternellement dans les profondeurs de la mine et qui était produite par l'évaporation de l'eau des cascades,
dont les ventilateurs ne parvenaient pas à expulser les vapeurs. En un quart d'heure peut-être, tout fut fini. Leurs chaînes sciées, leurs 4 membres libres, les hommes singes rampant sans bruit sur leurs 4 mains, leurs yeux jaunes luisants comme des disques d'or, atteignirent les portes. Elles étaient solides, ces portes. Mais dans chaque étable dortoir, un énorme bloc de minerai avait été secrètement introduit. Un bloc pesant 1 millier de kilos. Soulevé par 2 hommes singes, il fut projeté contre le panneau qui s'effondra sous le choc. Et les brutes, frémissantes, débouchèrent dans la crypte. À la clarté phosphorescente des 3 larges cataractes d'eau glacée, j'assistais à un spectacle sans nom. Les surveillants, réveillés en sursaut par le fracas des portes effondrées, accoururent, munis de bombes fracassantes qu'ils lancèrent dans les rangs serrés des hommes singes. Ce fut une terrible hécatombe. Des glapissements, des râles, des aboiements de rage et de souffrance dominèrent le mugissement des chutes. Plusieurs centaines d'hommes singes avaient été anéantis. Il en restait. Beaucoup. Ces survivants ne laissèrent pas le temps à leurs ennemis de lancer de nouveaux engins. Ils s'élancèrent vers eux, les rejoignirent. Ce qu'ils firent ensuite, je n'ai pas de mots pour le décrire. Des surveillants en quelques secondes, il ne resta plus qu'une bouillie. Je m'étais jeté à plat ventre sur le sol pour n'être pas atteint par les bombes. La crypte vide de surveillants vivants, je me relevai et, non sans peine, ralliai mes compagnons. La porte de métal donnant sur la petite galerie par laquelle on accédait dans la crypte avait été fermée du dehors. Les hommes singes, sur mes conseils, creusèrent rapidement une excavation sous le battant. Ils la creusèrent avec leurs limes poignards et aussi avec leurs ongles. Le carnage des Iliens les avait rendus comme fous. Les bombes enlevées aux surveillants furent entassées dans le trou, et l'une d'elles fut lancée sur les autres, dont elle provoqua l'explosion. Un choc effroyable, suivi d'un grondement sourd. La porte n'existait plus, mais une partie de la crypte s'était effondrée, fracassant en même temps une des 3 digues retenant l'eau des cataractes. Une gigantesque avalanche de liquide dévala dans la crypte. Roulé, soulevé, submergé, culbuté, je réussis à nager pourtant. Autour de moi, j'entendis, je sentis grouiller les hommes singes qui, épouvantés, nageaient éperdument, mus par le simple sentiment de la conservation. À quelques mètres de moi, je distinguai la lézarde de la digue, à travers laquelle l'eau jaillissait avec un grondement d'ouragan. Je n'en pus voir plus, car je fus aussitôt entraîné par le courant. Une sorte de tourbillon m'aspira brutalement. Je sentis que je tombais avec une rapidité vertigineuse. Dans ma chute, je me heurtai à de nombreux hommes singes qui, affolés, essayèrent de s'agripper à moi. Je crois bien que je poignardai quelques-unes de ces brutes pour leur faire lâcher prise. Je me heurtai douloureusement à des blocs de pierre et, confus, sanglant, une épaule ouverte, plusieurs ongles arrachés, je me trouvais, sans savoir comment, dans ce que je crus être un lac souterrain, sous une haute voûte. Je pris pied sur la berge. J'étais sous les puits des ascenseurs des mines. Autour de moi, les hommes singes abordaient les uns après les autres. Pas un Ilien. Au centre du lac, soutenus par d'énormes piliers de métal et de maçonnerie, 3 énormes colonnes rondes montaient vers la voûte qu'elles semblaient soutenir. Ces colonnes, qu'une peinture au phosphore rendait faiblement lumineuses, étaient creuses et contenaient les cages des ascenseurs, ainsi que je devais m'en rendre compte. En quelques instants, tous les hommes singes survivants, un peu plus d'1 millier, furent réunis autour de moi. Ils m'entourèrent, glapissant, criant, se pressant, se bousculant furieusement. Je ne vis pas où. Non sans peine, je réussis à obtenir un silence relatif qui me permit de me faire entendre. J'expliquais tant bien que mal à ces brutes qu'ils devaient attendre et que j'allais faire le nécessaire pour regagner avec eux la surface du sol, l'endroit où ils seraient libres et heureux et mangeraient autant qu'ils le voudraient. On m'accorda ce répit. J'étais terriblement embarrassé. Nous n'avions ni bombes,
ni explosif quelconque à notre disposition, et je me demandais comment je me tirerais de là. Je me voyais déjà la proie de la horde des hommes singes, affolés et désespérés, une terrible mort, plus terrible que Rare ne l'eût jamais imaginé. Il fallait trouver quelque chose, et vite. Je sentais peser sur moi le regard ardent des prunelles jaunes des quadrumanes. J'affectais une assurance parfaite, et me mis en devoir d'explorer rapidement la grotte où nous avions été déversés. J'abandonnai la berge, et à la nage m'approchais d'une des 3 énormes colonnes. À ma grande surprise, j'aperçus rivée dans la maçonnerie une série de tringles de métal, disposées de façon à former les degrés d'une échelle. Je les gravis, et arrivé à la voûte, constatai qu'une trappe y était aménagée. Sans doute servait-elle au passage des ouvriers lors des réparations. Je la touchai. Elle était fermée et rendait un son mat qui décelait sa forte épaisseur. Je frappai fortement 7 fois, puis 3 fois contre le panneau. C'était le signal employé pour se faire ouvrir dans les couloirs de la pyramide du conseil. J'avais frappé au hasard, sans aucun espoir, pour répondre à une pensée qui venait d'éclore dans mon cerveau. Presque instantanément, la trappe s'ouvrit. La face inquiète d'un officier de la milice apparut dans l'ouverture ronde. Mes 2 mains se refermèrent autour de son cou. Je serrai frénétiquement avec tant de rage que mes pieds glissèrent de l'échelon de métal où j'étais perché et que je restais suspendu par les mains au cou de ma victime qui essayait en vain de me faire lâcher prise. Je sentis le malheureux s'affaiblir. D'une secousse, je réussis à reprendre pied sur l'échelon et, repoussant l'officier sans vie, franchis l'ouverture. Une vive lumière m'aveugla. J'eus le temps de voir plusieurs ombres, des uniformes, et je fus aussitôt saisi par 10 poignes furieuses. Ainsi que je devais le savoir par la suite, je me trouvais dans le corps de garde chargé de la surveillance des assises des ascenseurs des mines. L'officier qui commandait le poste avait été avisé de la révolte des hommes singes. En m'entendant frapper, il avait cru que c'était un des ingénieurs, les seuls qui connussent le signal réservé au chef. Et déjà ému par les nouvelles qui venaient de lui parvenir, avait instinctivement, impulsivement ouvert. Revenons à moi. Renversé par mes agresseurs, je tentais de me débattre avec l'énergie du désespoir. En vain. Mes assaillants étaient trop et avaient trop d'intérêt à ma capture. « C'est le traître Xieux !» s'était exclamé l'un d'eux. Je compris que j'étais perdu. Tandis que je me roulais sur le dallage, que je griffais, que je mordais désespérément mes assaillants, sans bien savoir ce que je faisais, j'entendis des cris qui me firent instinctivement tourner la tête. J'entrevis 2 des miliciens qui essayaient vainement de rabattre la trappe que l'on poussait du dehors. Les hommes singes, contrairement à ce que je pensais, avaient en quelque sorte flairé le danger que je courais. Ils m'avaient vu disparaître dans la trappe, et tout aussitôt s'était élancé pour me rejoindre. L'un d'eux, je le sus ensuite, avait passé sa tête dans l'ouverture. Imprudence. Un milicien l'ayant aperçu lui avait fendu le crâne avec un outil, et il avait voulu refermer la trappe. Mais derrière le quadrumane, des grappes d'hommes singes étaient suspendues à l'échelle. Ceux qui étaient les plus proches du panneau avaient voulu s'infiltrer dans l'ouverture. Les Iliens qui n'étaient pas occupés à m'assaillir avaient tenté de rabattre la trappe. Trop tard. Et maintenant, une lutte terrible se livrait entre les hommes singes et les Iliens. Ces derniers avaient l'avantage de la position, mais les quadrumanes étaient plus vigoureux, plus nombreux surtout. Je sentis soudain se relâcher l'étreinte qui m'enserrait. Appelés par leurs camarades, presque tous les miliciens acharnés sur moi coururent unir leurs efforts à ceux des autres Iliens, afin d'empêcher les hommes singes de pénétrer dans le corps de garde. La pensée que tout n'était pas perdu, qu'au contraire je pouvais encore triompher, me rendit toutes mes forces. 4 Iliens étaient restés pour me maintenir. Chacun d'eux était agrippé à un de mes membres. L'un avait son genou sur mon épaule, un autre appuyait ses 2 mains sur ma poitrine et sur mon poignet,
Le 3e et le 4e immobilisaient mes jambes. Je bandais mes muscles et d'une furieuse secousse, je parvins à faire lâcher prise à ceux de mes ennemis qui me retenaient les bras. Ils roulèrent sur le sol, mais les 2 autres avaient tenu bon. Je ne pus me relever. Un des Iliens que je venais de renverser tira un poignard de sa ceinture. Il leva son arme. Je compris que plutôt de me voir lui échapper, il allait m'égorger. Je me raidis et tentai de me libérer. Un des miliciens qui m'en serrait les jambes glissa et tomba. L'autre resta cramponné à ma cuisse. J'étais perdu. « Meurs, traître !» gronda l'homme en abaissant son poignard. Je ne fus pas touché. Une clameur épouvantable et assourdissante retentit. Les hommes singes faisaient irruption dans la pièce. Les Iliens qui avaient essayé de maintenir la trappe furent submergés, mis en pièces. Ils disparurent littéralement, comme s'ils eussent été écrasés, engloutis sous une avalanche. Comme en un rêve, je vis se redresser et tomber les miliciens qui jusqu'alors m'avaient retenu. Ils furent renversés, foulés, écrasés, étranglés, éventrés avec une animosité sauvage. Pendant quelques secondes, je pus entendre les ricanements, les glapissements horribles des quadrumanes qui vengeaient les infâmes traitements dont ils étaient les victimes depuis des siècles. Ils se calmèrent enfin, lorsque leurs ennemis ne furent plus qu'une pulpe sans nom. Pour la première fois depuis mon évasion, je me demandais si j'avais eu le droit de libérer ces brutes. À la vue des hommes singes barbouillés de sang, leurs yeux jaunes hors de la tête, leurs mufles plissés par une joie féroce, j'eus presque honte de moi, qui avais trahi les hommes et m'étais allié avec ces brutes. Comme je tournais la tête, mes regards tombèrent machinalement sur un ordre de service au bas duquel je lus le nom de Rère. Ce seul mot suffit pour balayer mes dernières hésitations et mes premiers regrets. Périsse, Ila, périsse la civilisation, pensai-je, pourvu que Rère meure. Lorsque mes auxiliaires se furent un peu calmés, ce qui demanda un bon quart d'heure, et je ne pus rien faire malgré mon impatience pour abréger ce délai. Je leur fis rechercher la clé de la porte blindée du corps de garde, clé qui était certainement en possession d'un des miliciens. Les quadrumanes fouillèrent, pataugèrent dans la boue sanglante qui était tout ce qui restait des Iliens. Les clés furent trouvées, la porte ouverte. Elle donnait sur la cage d'un des ascenseurs. Les miliciens qui venaient d'être massacrés n'avaient pas pensé ou n'avaient pas eu le temps de faire connaître leur critique situation. L'ascenseur était arrêté, au ras du dallage. L'homme singe préposé à sa manœuvre fut immédiatement entouré, submergé, anéanti. Pour ses congénères, c'était un traître. Les quadrumanes des mines nourrissaient une jalousie, une haine féroce pour ceux de leur race qui, plus heureux qu'eux, étaient employés ailleurs. J'obtins difficilement le silence et expliquai à mes alliés qu'il leur faudrait grimper en s'aidant des guides d'acier, des câbles et des fils de toutes sortes, fixés en dedans du conduit. Quant à moi, qui étais trop faible et trop épuisé pour les imiter, je m'installerais sur le dos de l'un d'eux. J'aurais pu utiliser l'ascenseur, mais je comprenais que les quadrumanes se fussent méfiés, et il fallait à tout prix que je conservasse leur confiance. D'autre part, il se pouvait qu'une fois arrivé en haut, l'ascenseur fût cerné par des miliciens ou des soldats. Ce fut une étrange ruée. Dans le conduit cylindrique, dont les parois polies laissaient suinter une phosphorescence verdâtre, les hommes singes, silencieux comme des fantômes, grimpèrent, laissant derrière eux des traces rouges. Cramponné aux épaules de Torg, un gigantesque quadrumane qui ne semblait pas s'apercevoir de ma présence sur lui, heurté par les autres grimpeurs, secoué, balancé, bousculé avec une telle violence que par moments j'avais toutes les peines du monde à me retenir, je haletais et souffris atrocement de mes blessures. Les hommes singes grimpaient avec une rapidité vertigineuse. En moins d'une minute, nous dépassâmes les étages contenant les réserves de minerais et ceux où étaient renfermés les stocks de munitions. Mais nulle ouverture ne permettait d'y accéder. Les ascenseurs qui y conduisaient étaient ailleurs.
Enfin, nous arrivâmes au niveau d'une porte qui était fermée. Je la reconnus. C'était par cette porte que les porcs et les singes destinés aux machines à sang étaient amenés dans les étables. À tout prix, il fallait se faire ouvrir. D'un moment à l'autre, je le savais, moi, Rare allait être informé, s'il ne l'était déjà, de la révolte. Peut-être étions-nous recherchés. Et rien n'était plus facile que de nous anéantir, entassés comme nous l'étions dans l'étroit conduit de l'ascenseur. Les hommes singes sur mon ordre s'arrêtèrent. 50 d'entre eux arrachèrent plusieurs tronçons des énormes rails ronds en acier nickel servant de guide à l'ascenseur. 13 de ces tronçons furent réunis en faisceaux à l'aide de fils conducteurs enlevés de la paroi et constituèrent une sorte de bélier pesant au moins 2000 kilos. Notre rudimentaire bélier fut lentement balancé, puis projeté contre la porte, laquelle au premier choc vola en éclats. Par l'ouverture béante, les hommes singes, hurlant comme des démons, se ruèrent droit devant eux, sans penser au péril, sans penser à rien. C'était une cataracte vivante, un flot dont on aurait rompu les digues. Je fus entraîné par le gigantesque d'orgue. Nous traversâmes une grande salle où se tenaient quelques Iliens. Je ne les vis pas. Lorsque j'arrivai, ils étaient déjà réduits en bouillie. Et une seconde porte ayant été enfoncée, nous fûmes dans les étables. Une salle ronde, d'environ 100 mètres de diamètre, et dont le sol était en forme d'entonnoir à gradins. Sur ces gradins, que divisaient de hautes barrières de métal grillagées, des milliers de singes et de porcs étaient affalés. La plupart somnolaient sous l'influence des soporifiques mélangés à leur nourriture. Au centre de l'entonnoir, une ouverture ronde était béante. C'était dans cette ouverture que les bêtes destinées au sacrifice glissaient automatiquement. Des chemins roulants formant en quelque sorte les rayons de l'immense circonférence amenaient au trou les bêtes désignées par les biologistes, et sans que personne eût à intervenir. Du plafond tombait une lueur crépusculaire, qui, à travers des conduits de verre spécial, arrivaient des condenseurs de lumière solaire. Une odeur chaude et âcre régnait. Les hommes singes devant ce spectacle s'étaient arrêtés, stupéfiés. Leurs glapissements d'étonnement réveillèrent quelques porcs qui grognèrent. Ce fut le signal d'un massacre ignoble. Mais je ne pouvais rien. En plus de la porte par laquelle nous venions de passer, l'étable n'avait d'autre ouverture que le trou rond placé au fond de l'entonnoir. Non sans peine, j'étais descendu des épaules de Torg, je me frayais un passage jusqu'au bord de ce puits, lequel, je le savais, aboutissait aux abattoirs. Je me laissais glisser dans l'ouverture et tombais sans me faire mal dans une sorte d'auge. J'eus juste le temps de me jeter de côté car les hommes singes, me voyant disparaître, se ruèrent dans le puits. Ils tombèrent par grappes sanglantes en poussant de petits aboiements rauques. La salle de l'abattoir était vide. Au-dessus de l'auge placée sous le puits, des tuyaux en métal par excellence munis de ventouses étaient suspendus au plafond. Et rangés contre les murailles, se distinguaient les nombreuses machines auxiliaires, les presses, les coupoirs, les agglutineuses. Les auges, il y en avait 7, traversaient la muraille et allaient aboutir dans la salle des machines à sang. Du côté opposé, une porte était encastrée dans le mur. Je la fis enfoncer. Je n'oublierai jamais, dussé-je vivre l'éternité, ce que je vis. Étendus sur des claies, dans une salle oblongue, plusieurs milliers d'êtres humains dormaient. Je les reconnus à leur costume. Des nourriens. Ils dormaient, oui, du sommeil hypnotique. Leurs traits étaient reposés, du moins ceux de la majorité d'entre eux. Certains, au contraire, avaient le visage contracté par d'affreuses grimaces. Sans doute étaient-ils les jouets de songes atroces. Je me penchai sur l'un d'eux et distinguai à la jonction du cou et de l'épaule le point bleu d'une piqûre de seringue hypodermique. Ces nourriens. C'étaient les malheureuses victimes que Rare s'était fait livrer pour alimenter les machines à sang. Tous des jeunes gens en bonne santé. Ils avaient été soigneusement choisis par la commission biologique d'Ila. Ces malheureux avaient des mères, des parents, des fiancés. Et ils allaient mourir ignoblement,
sacrifiés comme du bétail. Rère, dans sa prévoyance infâme, les avait fait endormir, afin que leurs angoisses et leurs tourments moraux ne nuisent pas à leur santé. Ainsi leur sang resterait pur, sans toxines, et ils seraient présentés en parfait état aux sinistres machines. Les hommes singes, muets, effarés, s'étaient arrêtés. La présence de ces milliers de morts, car les quadrumanes ne savaient pas distinguer entre le sommeil et la mort, les emplissait d'une sorte de terreur. La lueur bleuâtre filtrant du plafond, et qui donnait une teinte livide et blafarde au corps inanimé étendu sur les claies, contribuait à entretenir leur illusion. Je frissonnais violemment. Une telle horreur m'emplit que je craignis de perdre la raison. Je me raidis et fis appel à ma haine pour Rère, afin de chasser tous les autres sentiments qui se disputaient mon cerveau. Je traversai la salle. Comme j'allais atteindre la porte qui s'y trouvait au fond, celle-ci s'ouvrit. Une douzaine d'Iliens, parmi lesquels les biologistes et les physiologistes du Conseil suprême apparurent. Virent-ils les hommes singes? En eurent-ils le temps? Ils furent entourés, poussés, renversés, anéantis. Un rire nerveux que je ne pus maîtriser me secoua. J'eus un élan de sympathie pour les hommes singes qui, sans le savoir, venaient d'accomplir une œuvre de justice en exécutant les assassins devant leurs victimes. Qu'ajouter encore? Nous sortîmes du sinistre dortoir, antichambre de la mort. Nous parcourûmes des couloirs. Tous les Iliens que nous rencontrâmes périrent. Et nous réussîmes à atteindre les réserves de munitions. Telle avait été la rapidité de nos mouvements que les Iliens lancés à notre recherche ne devaient nous rejoindre que dans les caveaux des explosifs. Je choisis des bombes fracassantes et les distribuai à mes auxiliaires. C'étaient les seules armes dont ils fussent capables de se servir avec efficacité. Je réussis assez facilement à leur en expliquer les faits et à leur en enseigner le maniement. Hors des cryptes, des miliciens, des guerriers nous attendaient au passage. Nous fûmes criblés de bombes magnétiques, de projectiles de toutes sortes, de grenades asphyxiantes. Les hommes singes, affolés, épouvantés, jetèrent au hasard leurs bombes fracassantes, se massacrant les uns les autres. Je réussis à en entraîner une centaine à ma suite. Nous fonçâmes dans les couloirs, à travers les Iliens épouvantés. Mais à mesure que nous avancions, les rangs de ma petite troupe s'éclaircissaient terriblement. Les uns tombaient, d'autres étaient tués, de nombreux revenaient en arrière, affolés, et étaient aussitôt abattus par les Iliens qui se reformaient derrière nous. Bientôt, je ne fus plus entouré que de 10 à 12 quadrumanes, dont la plupart étaient blessés et frappaient autour d'eux avec une rage aveugle, sans plus se rendre compte exactement de ce qu'ils faisaient. J'étais perdu, si plusieurs des miliciens qui nous combattaient ne m'eussent reconnu. C'étaient d'anciens compagnons d'armes. Sous mes ordres, ils avaient combattu et vaincu les Nouriens. Je lus dans leurs yeux leurs sentiments. Ils s'écartèrent pour me laisser passer. Tant que je vivrai, je n'oublierai jamais ces fidèles, ces vaillants qui risquèrent les supplices pour sauver leur chef fugitif. Dans les couloirs déserts, je bondis. Tout mon calme m'était subitement revenu. Pour un peu, j'eusse cru que je venais d'être le jouet d'un cauchemar. Hélas, je savais que si j'étais surpris, ce serait la mort impitoyable. Un officier de la milice surgit soudain devant moi, au détour d'une galerie. Ma libre poignard s'incrusta instantanément dans sa gorge. Et quelques instants plus tard, revêtu de l'uniforme de ma victime, je remontais sur les terrasses d'Ila. C'était la nuit. Les ravages causés par les aérions de Nour étaient encore visibles. À quelques centaines de mètres de moi, j'aperçus l'immense tranchée qui avait permis de capturer et de détruire les tarières. Elle était encore béante.